tourne vers vous. Donc, vous êtes chargé de recherche à l'INSERM de Marseille. Donc, vous menez différents travaux, mais vous allez nous en présenter un qui concerne un traitement donc, contre la CMT2A. Alors, Voilà, oui, vous voyez mon très écran? bien. Oui, très bien. C'est Merci bon. beaucoup. Et si je passe, ça va? C'est C'est parfait. parfait. Ça fonctionne Super, directement. super. Parfait. Donc, Merci. Tout va bonjour à bien avec tous. Marseille, Non, mais je pense que c'est une question d'application en fait, hein. Moi, bien j'ai sûr. l'application Teams. Ah oui. Donc bonjour à tous. Donc d'abord, je remercie CMT France de me donner l'opportunité un petit peu de présenter quelques travaux. Donc moi, en effet, je m'appelle Nathalie Bernard Marissal et je suis chercheuse au Centre médical génétique de Marseille et je travaille notamment dans l'équipe neuromyologie translationnelle avec Valérie Delague. Donc moi, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la CMT2A et des approches thérapeutiques en cours et dont une que j'essaie de mener dans le laboratoire. Donc quelques rappels sur cette forme de CMT. Donc c'est la CMT axonale, donc CMT2 la plus fréquente, qui représente 30% des CMT de type 2 et pour l'ensemble des CMT, elle représente à peu près 4 à 7%. C'est une CMT qui se manifeste avec un début, pour la plupart des cas, assez précoce. Elle peut être assez sévère et avec une atteinte majoritairement motrice. Elle peut être également associée à une atrophie optique pour 9% des cas. Et puis, elle est due à des mutations, en fait, dans un gène qui s'appelle MFN2. Donc, comme vous a expliqué aussi Arnaud et puis du coup Anne-Sophie, donc un gène va coder pour une protéine. Donc ici, la protéine qui est en fait codée, c'est la mitofusine 2. Alors, je vais mettre d'ailleurs peut-être l'option pointeur, ce sera plus facile. Voilà. Donc ça, c'est juste pour vous montrer à quoi ressemble en fait cette protéine rapidement. Elle a une grosse tête qu'on appelle GTPase, c'est un interrupteur en fait. Puis en fait, après, elle a deux domaines ici, HR1, HR2, qui lui permettent d'établir des contacts en fait entre même protéines mitofusines. Et puis un domaine ici qu'on appelle d'ancrage à la membrane. Alors pourquoi je vous parle de ceci? C'est pour vous montrer en fait où cette protéine est localisée. Donc au niveau en fait de la cellule, elle se localise au niveau de la mitochondrie. Donc la mitochondrie, c'est en fait ce qu'on appelle un organelle dans la cellule et qui est vraiment l'organelle qui fournit l'énergie à la cellule. Et alors à quoi sert notre protéine mitofusine 2? En fait, c'est qu'elles vont faire des paires en fait entre mitofusines. Donc elles sont chacune dans une membrane d'une mitochondrie et elles vont permettre à ces organelles en fait de fusionner. Et ça, c'est important pour maintenir une bonne fonction de la mitochondrie. Donc là, c'est une autre présentation de la protéine mitofusine 2 et en fait, c'est compliqué parce qu'on n'a pas donc une CMT2A, on en a plusieurs puisque à l'intérieur, en fait, on trouve une centaine de différentes mutations. Puis pour vous donner un petit peu un aperçu des différentes approches thérapeutiques qui sont menées pour cette CMT qui n'est pas non plus oubliée face à la CMT1A. On a plusieurs approches. En fait, il y a des approches qui sont développées par certains laboratoires qui vont consister à trouver des petites molécules qui vont permettre de maintenir cet état de connexion entre ces protéines mitofusine 2 afin de permettre toujours aux mitochondries d'être capables de bien fusionner. Il y a des thérapies qui vont essayer de diminuer certains signaux qui induisent en fait une dégénérescence en fait du neurone, puisque ce sont les neurones, motoneurones ou neurones sensitifs qui sont touchés dans cette forme de CMT. D'autres qui vont essayer en fait de booster ce que l'on appelle le transport axonal en fait, puisque avec ces prolongements, en fait, pour que les molécules aillent de la tête du neurone au prolongement, en fait, il y a un transport. Donc, on essaie de le booster parce qu'il est aussi altéré dans la CMT2A. Et puis, il y a des approches qui sont menées de thérapie génique. Et donc, moi, en fait, dans l'équipe, je développe à la fois des approches pharmacologiques et de thérapie génique. Et là, aujourd'hui, je vais vous présenter les travaux sur la thérapie génique qui sont là, pour l'instant, les plus avancés. Donc la thérapie génique, on le voit quand même depuis maintenant un petit peu plus de 5 ans, il y a un réel engouement pour la CMT. Je pense que ça peut constituer vraiment une approche thérapeutique intéressante. Donc il y a de nombreuses études précliniques qui ont montré, puis là par exemple ce matin vous aurez d'autres présentations très intéressantes à ce sujet. Et puis nous avons aussi des approches à base de thérapie génique qui sont en essai clinique pour 2 formes en fait de CMT.
Donc, quand on mène en fait comme ça une thérapie génique, il faut d'abord essayer de trouver quel gène thérapeutique on va en fait administrer. Et donc ça, l'idée, c'est de se baser sur les mécanismes de la pathologie. Donc là, comme je vous ai en fait dit, les petites molécules, donc les petites protéines mitofusin 2, elles aiment bien s'apparier ensemble pour essayer de maintenir ces contacts entre les membranes des mitochondries. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que quand en fait il y a des mutations, elles sont plus capables de le faire ou si elles le font, en fait, ça ne marche pas bien. Donc l'idée en fait qu'on a eue dans le laboratoire, c'est de dire bon, très bien, là ça marche pas, alors en fait on va amener en fait beaucoup de protéines sauvages de la mitofusin 2 qui n'est pas mutée pour essayer en fait de rétablir ce phénotype et les connexions entre ces protéines de mitofusin 2. Alors après, le deuxième aspect quand on fait une thérapie génique, c'est de dire d'accord, on a un gène médicament, mais maintenant, comment en fait on va l'administrer? Donc il y a plusieurs voies possibles. Donc là, moi, je vous présente des travaux chez les souris, mais sachant qu'il y a parmi ces voies certaines qui sont déjà utilisées en clinique chez l'homme. Donc on peut aller vers des injections intracérébro-ventriculaires. Donc en fait, ça veut dire directement dans le cerveau, en fait, même dans le fluide cérébrospinal, c'est le liquide dans lequel baigne le système nerveux, mais ça reste très invasif. On peut aller vers des injections intramusculaires, ça a l'avantage d'être local, de présenter peu de risques de réponse immunitaire. Mais là, en tout cas, pour nous, arriver à cibler un grand nombre de neurones, on va avoir besoin de multiples injections dans un tissu qui va être déjà affaibli. On a les méthodes intraveineuses qui sont déjà donc utilisées en clinique, dans des thérapies notamment pour des maladies musculaires. C'est non invasif. Par contre, pour que finalement ça arrive à notre tissu d'intérêt, les neurones, il faut mettre beaucoup de doses du coup de notre thérapie génique, de nos virus, et donc on peut avoir une réponse immunitaire. Et puis on a les injections intrathécales lombaires, ça ressemble à une péridurale, donc c'est utilisé en clinique. On a l'avantage de pouvoir traiter avec une dose du coup de médicaments moins forte que par rapport à l'intraveineux. Ça présente qu'on va bien en fait infecter du coup nos neurones. Par contre, on peut avoir une toxicité au niveau des neurones sensitifs, dans des petits ganglions en fait qui sont attachés à la moelle épinière, mais qui est transitoire et qui a été montré pour l'instant chez le singe. Donc là, dans le laboratoire, c'est ce type en fait d'injection qu'on privilégie. Donc, comment en fait ensuite on délivre notre gène médicament? Eh bien, MFN2, c'est en utilisant en fait un virus inoffensif qui est l'AAV de sérotype donc 9. Et puis, on a introduit une petite séquence avant d'ADN en fait, qui va nous permettre de cibler cette protéine sauvage dans nos neurones. Donc, on injecte en fait nos souris et puis on les suit. Ça, je vais voir. On va voir comment elles marchent, ces souris. Puis, on va regarder, du coup, plus précisément comment sont leurs nerfs, comment sont en fait leurs muscles. Donc ça, c'est juste pour vous montrer déjà que quand on fait ce type d'injection, donc là, c'est ce à quoi ressemble votre moelle épinière. Donc c'est un joli en fait un papillon que vous pouvez ici voir là. Et c'est pour vous montrer qu'en fait, quand on injecte finalement notre gène médicament, on voit des petites cellules qui s'allument, qui sont nos motoneurones. Donc ils ont bien reçu le traitement. Donc maintenant, si on passe au résultat. Donc un des tests qu'on réalise, c'est le test de Rotarod en fait. C'est une roue qui tourne, donc les souris aiment beaucoup en fait ce test. Et normalement, quand elles n'ont pas de problème, elles peuvent rester très longtemps, plusieurs minutes, 5 à 10 minutes en fait. Lorsqu'elles vont commencer à avoir des problèmes, comme nos souris CMT2A, elles vont être, à un moment, elles vont pas être capables de rester très longtemps. Donc là, ce que je vous présente, ce sont des souris sauvages qui ont reçu du sérum physiologique, des souris CMT2A avec aussi du sérum physiologique injecté en intratécal, les souris CMT2A qui ont reçu ce qu'on appelle un AAV, mais c'est en fait avec un gène contrôle, et puis celles qui ont reçu le gène médicament. Donc à 3 mois, l'ensemble de ces souris ne présentent pas, elles restent sur la roue, en fait, avec un temps similaire pour toutes. Donc le traitement est bien toléré. À 5 mois, on sait que c'est quand il y a l'apparition de la pathologie chez nos souris, et vous pouvez voir dans les groupes CMT2A, en fait, les souris ici vont rester moins longtemps en fait sur la roue. Et ce qui est intéressant, c'est par contre, avec notre traitement, on voit en fait que les souris CMT2A sont capables de rester sur la roue à des temps similaires en fait aux souris sauvages.
Et puis là, après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, on a regardé du coup si l'amélioration de ces fonctions locomotrices pouvait en fait traduire en parallèle une amélioration au niveau des tissus atteints. Donc là, on a regardé dans le nerf, notamment là, le nerf sciatique. On a un marqueur en fait dans ce nerf un marqueur de dégénérescence ou de mauvais fonctionnement en fait des prolongements des axones, qui est la statmine 2, donc c'est en rouge. Et on voit que dans nos CMT2A, dans les nerfs des souris, en fait, c'est très rouge en fait ce signal. Et vous voyez quand on a fait le traitement, il disparaît, ce qui est un signe en fait que les nerfs vont mieux. On regarde aussi les muscles. Donc, nous, on regarde les muscles vraiment de la patte. Et en fait, ces muscles ne vont pas bien en conditions CMT2A, c'est-à-dire qu'en fait, en vert, vous avez ici, c'est les prolongements des neurones qui vont en fait sur le muscle et il n'y a plus de contact qui est fait avec le muscle dans la CMT2A, alors qu'en fait, quand on met notre gène médicament, on arrive à rétablir ces contacts. Et puis, comme il avait été décrit que pour ce type d'injection, il faut faire attention parce qu'on peut avoir de manière transitoire certains signes d'inflammation ou de toxicité des neurones sensitifs, on a vérifié ceci à l'aide d'un marqueur, donc pour voir si on avait des cellules d'inflammation. Et en fait, on a pu voir que nous n'en avions pas dans l'ensemble en fait de nos conditions. Enfin, qu'on a un signal basal, mais qui n'est pas augmenté après notre traitement. Donc là, la conclusion, c'est que déjà, au bout de quelques mois après ces injections, on a des résultats prometteurs puisqu'on arrive à améliorer les fonctions locomotrices chez notre modèle souris. Et on est en train de voir si cet effet thérapeutique peut être maintenu à long terme, donc c'est-à-dire après 1 an après ces injections. Et puis, on est en train aussi d'évaluer d'autres tissus, notamment comme le foie, puisqu'on sait que c'est quelque chose de très important à analyser en fait dans ces types de thérapies, puisqu'il peut avoir des fois des effets indésirables au niveau de cet organe. Voilà, donc là j'en profite pour remercier du coup toute l'équipe qui est impliquée dans ce travail et puis les supports financiers et vous pour votre attention. Merci beaucoup Nathalie Bernard pour cette présentation qui est absolument passionnante également. On va peut-être prendre une question pour ne pas prendre trop de retard. Peut-être Alex, celle-ci ou la prochaine étape? Alors, la question, oui, effectivement. Alors, c'est quoi la prochaine étape? C'est pour quand pour aller vers le traitement? La prochaine étape, c'est d'abord là, ce que je disais, donc de confirmer déjà en fait au long terme. La deuxième, évidemment, après, c'est qu'on a d'autres thérapies très similaires, mais qui, donc là, pourraient aller vers un processus après de valorisation, puisque c'est toujours le problème pour après le traitement. Et évidemment, après ça, on va voir dans les présentations en cours, mais c'est de passer sur le plus gros animal. Voilà, pour voir si ça se confirme. Ok. On sait très bien effectivement que la souris, je rebondis, hein, la souris, c'est beaucoup plus facile, elle se rétablit beaucoup plus facilement. Et on a eu pas mal de déboires quand on est passé sur l'homme, hein. Ça marchait sur la souris, l'acide ascorbique, hein, typiquement, marchait Ouais. assez bien sur la souris. Mais nous ne sommes pas des souris. Et donc, passer sur un animal avec des nerfs plus longs, notamment, hein, c'est un des enjeux, est un meilleur modèle. C'est vrai. Jean-François, Après, dans le domaine quand même juste des maladies, des approches par thérapie génique, si on regarde dans le domaine des maladies musculaires, quand même, ils sont partis de la souris, puis actuellement, que ce soit pour SMA ou autre, on est chez l'homme. Donc, voilà, C'est un c'est modèle possible. intéressant aussi quand même. On Voilà. sait que ces modèles sont pas parfaits, mais de toute façon, c'est une étape On indispensable, démarre. ne serait-ce que pour mesurer la distribution de la thérapie et dans l'organisme. Voilà. Mm.